Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bonjour à tous, l'actualité est décryptée à 360 degrés dans ce studio, dans cette émission Les GG. Une émission à retrouver en prime, en rediffusion quand il est 18h sur cette antenne Sud FM Guinée, mais aussi sur Espace TV après le JT de la rédaction de Moussa Moïse quand il est 22h30. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, l'opposition guinéenne qui se montre toujours plus menaçante après sa décision de suspendre sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale, de ne plus reconnaître la CENI et d'installer prochainement des délégations spéciales parallèles. Elle pourrait renouer avec ces manifestations sur les places et voies publiques. Elle compte user de tous les moyens légaux pour s'opposer au chronogramme publié récemment par la CENI, un chronogramme qui renvoie les élections locales à 2016. Pendant ce temps, la CENI, elle, tente toujours de rassurer de la justesse de sa décision. Quel est le mot d'ordre à l'opposition? Quels sont les arguments mis en avant par la CENI pour arriver à cette décision, à ce chronogramme? Un invité exceptionnel ce lundi 23 mars, M. Aboubakar Silla, député, président de l'UFC, porte-parole de l'opposition. Et au bout du fil, M. Alpha Yero-Kondé, directeur du département de la communication au niveau de la CENI. L'Association guinéenne pour la transparence appelle le gouvernement à faire réaliser et diffuser diligemment un audit indépendant pour, dit-elle, établir clairement la situation des fonds de lutte contre Ebola. Elle vient de recueillir et de répertorier des données qui sont des estimations des fonds mobilisés mais sans aucune information sur leur utilisation. Quel est le tableau de ces fonds? Quelle est la traçabilité de leur utilisation? Monsieur Mamadou Tarandialo, président de l'AGT, Association guinéenne pour la transparence, il sera notre invité dans cette émission dans la deuxième partie. Ebola qui se cramponne à la Guinée, voici un an, jour pour jour, du moins officiellement, et le décompte macabre qui se poursuit un an après. Un total cumulé de 3402 cas ont été enregistrés dans le pays pour 2249 décès. Ça fait trop tout ça. À date, le pays compte un peu plus de 60 cas confirmés, concentrés en grande partie dans la région de la Basse-Guinée. Comment juguler le mal? Comment croire à la nouvelle stratégie de la coordination? Fodeta Silla, on vous l'a promis, il va intervenir dans cette émission ce lundi. Il est responsable de la communication au niveau de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Et Monsieur Francis, directeur pays du PNUD. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Djibril, bonjour. Bonjour. Bonjour Moussa Yoro. Bonjour Aboubakar. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour, directeur pays de Plan Guinée. De Plan Guinée. Voilà. Merci pour la précision. Bonjour Tamba Zachary Milimono. Bonjour Aboubakar. Bonjour Roby. Bonjour. Alors, avant de commencer, je souhaiterais dans ce studio que nous fassions 1 minute de silence en la mémoire des personnes qui sont partis, qui sont morts d'Ebola. Donc je demanderai aux techniciens de nous accorder 1 minute de silence. Les grandes gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Alors Roby, on s'intéresse à l'actualité. Vous nous signalez dans la circulation routière toujours plus de mineurs au guidon. La responsabilité des parents est engagée dans cette situation. Finalement, je suis très en colère, en même temps je suis très triste parce que les week-ends nous assistons à beaucoup d'accidents de circulation dus aux enfants qui conduisent. Je veux appeler aujourd'hui les parents à leur responsabilité. C'est vrai qu'on engage souvent la police dans la circulation routière, on engage l'État dans le non-contrôle, on engage un peu tout ça, on engage le manque de rigueur de part et d'autre. Mais moi, je voudrais pointer du doigt ici ce matin avec colère l'irresponsabilité des parents qui donnent les voitures aux enfants de moins de 18 ans et un peu plus même de 18 ans. Et vous remarquez que les week-ends, c'est la grosse pagaille dans la circulation de Conakry à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Et cela donne lieu à autant d'accidents de circulation, beaucoup de morts. Le dernier en date, ou les derniers en date, c'est du côté de Koloma où des enfants sont allés rentrer dans un poteau. 4 ont laissé leur vie. Le deuxième s'est passé à Nongo où des jeunes en pleine vitesse avec musique à fond dans un 4x4 sont allés ramasser des étalagistes. Une petite fille y a laissé la vie. Incroyable. Les statistiques sont moindres. Ce que je suis en train de dire, ce sont les scènes auxquelles j'ai assisté, mais il y en a plusieurs comme ça qui se passent à Conakry les week-ends. Je veux dire aux parents, c'est bien d'aimer son enfant, mais aimer son enfant,
enfant ne veut pas dire lui acheter une voiture quand il est encore au collège ou au lycée. Je veux dire que cet enfant est tout excité avec des mineurs, des filles derrière. Alors, vous imaginez dans quelle transe il est. Il circule à la va-vite, il circule sans contrôle. Est-ce que ces enfants ont même le permis? Ils apprennent à conduire dans les quartiers. C'est vrai que les permis s'obtiennent de manière très clandestine en Guinée, mais je veux dire que le parent, c'est le responsable, le premier responsable de l'éducation de son enfant. Alors, acheter une voiture la responsabilité de l'État, mais oui, des agents, des services de sécurité. Arrêtez non de mais, parler de police dans cette Roby, situation. quand même, Je souffre suis d'entendre ça. d'accord Les avec- services de sécurité doivent faire leur boulot Si les parents n'ont pas joué et leur rôle. arraisonner ces enfants qu'on découvre au guidon. Avant que, attention. avant que, avant on ne peut que- pas, Jibril, on ne peut pas permettre cela dans la circulation. Avant que les services Non, mais- de sécurité, avant que les services de Je sécurité suis ne fassent leur d'accord. boulot, Je voudrais- suis d'accord Non, non, que la je première voudrais- responsabilité, c'est celle des Exactement, parents. Je suis voudrais- entièrement voudrais d'accord. que le contrôle strict Mais- commence d'abord par la maison. Les enfants n'ont pas le droit de conduire quand ils n'ont pas l'âge majeur. Et en même temps, même s'ils ont l'âge majeur, tout ça, ça doit être juridiquement contrôlé. En même temps, il faudrait relever ici, souligner au gras la responsabilité des parents qui se permettent quand même de donner des voitures aux enfants mineurs ou alors de les laisser sortir les week-ends sous prétexte qu'ils s'en vont avec les copains à un mariage, à un anniversaire, etc. Je veux dire que c'est dangereux. Ces enfants Ça commettent fait trop de autant désordre, de dégâts trop de dans la dégâts, ouais. circulation. Ouais. C'est Moussa, irresponsable. Il y en a qui pensent que La colère saine des Roby. il faut dire qu'il y en a qui pensent que aimer son enfant, c'est tout mettre à sa disposition, même s'il n'a pas l'âge. C'est ça aussi le mal. C'est là le hic. Je pense que l'éducation d'un enfant commence par une certaine rigueur à la maison, même si vous avez tout. Avant qu'il n'ait l'âge, avant qu'il n'ait 18 ans, il faudrait que vous puissiez l'accompagner, par exemple, à certains endroits, sortir avec lui, mettre plus de rigueur. Ce qui fait que le plus souvent, vous voyez des enfants qui partent se tuer ou bien qui partent tuer des personnes parce que le plus souvent à la maison, c'est le laisser aller parce qu'il y a des voitures, ils peuvent prendre comme ils veulent. Mais je pense que si, à la base, l'éducation n'est pas faite, si la famille ne joue pas son rôle, l'État est là pour ça, pour rétablir l'ordre. Ça, c'est le pouvoir régalien de ce que l'État. j'ai dit, ouais. Si la famille ne joue pas son rôle, on devrait faire le contrôle. Par exemple, quand on voit que l'enfant qui est dans la personne qui est dans la voiture n'a pas normalement l'âge, on devrait l'arrêter. La Et raisonner. vous En verrez tout cas, il y a que la des agents prochaine des fois, services de- on réfléchira de la par 1000 fois. sécurité routière au niveau pointé au niveau des différents Je vais vous ronds-points et raconter une carrefours. scène qui s'est passée une fois du côté de Koza. C'est un monsieur qui vient avec son enfant, un tout petit pratiquement qui ne peut avoir que 15 ans. Mais puisque le monsieur a de l'argent, le plus souvent quand il arrive au niveau du carrefour, il donne de l'argent, on lui permet de passer. Et pourtant, c'est un mineur qui conduit la voiture. Et vous pensez que ça c'est peut-être la faute. La faute première, c'est le parent, mais l'autre faute, je pense que c'est les agents qui sont là, qui Bien n'ont pas dit. pu jouer leur rôle. Bien dit, Écoutez, Moussa Hiro. les grands Rapidement. Pour une fois, je vais sanctifier la colère de mon cher ami Ah oui, Roby. pour une fois, hein. Oui, pour Les deux une ne fois. s'entendent jamais. Oui, hein. c'est important de préciser que Il est tout le temps aux c'est antipodes, important de préciser que les services de sécurité ne sont pas là pour contrôler l'âge des conducteurs. Ils sont là pour veiller au respect Est-ce du que tu code de la racontes, route. Mohamed Non, Jibril attention, Non. attention, Non, mais- attention. Mais ce qui est important, Non, c'est légiférer là-dessus. Parce que c'est important, effectivement, que ceux qui se mettent derrière un guidon aient un certain esprit de discernement. Or, les enfants... Non, s'il vous plaît. Mais Or, de quel esprit de discernement tu parles, Oui, Mohamed Djibril? écoutez, Comment or, les un enfants- mineur peut avoir du discernement? les services Non, mais de sécurité. écoutez, il y a des mineurs qui conduisent C'est au très bien. service de Non, sécurité, non, non, Mohamed non, Djibril. non, Ils je n'ont suis pas le droit de le désolé. faire, Non, même je s'ils suis le font très désolé, bien. Je suis désolé, encore une fois, moi j'appelle à réglementer ce secteur. Mais je rappelle que la mission des services de sécurité ne consiste pas à contrôler l'âge des conducteurs. non. Mais je suis d'accord Bien. avec Roby Pas du tout. qu'il faille absolument faire en sorte que ceux qui sont derrière le guidon aient un certain âge pour pouvoir conduire parce qu'ils sont dans l'extase, ils sont dans les trans et c'est ce qui peut expliquer des conduites excessives qui peuvent provoquer des accidents de la circulation. Bien, enfin que tu te réveilles. Allez-y, Tamba. D'abord, je m'étonne que Djibril dise ce matin qu'il va falloir légiférer là-dessus. Et en même Je pense temps, il dit que les qu'il faut services sortir de ce sécurité n'ont pas le besoin droit. de produire une sorte de pléthore de Il textes. y a des textes textes qui de loi existent. Oh non. Ça existe. Quand Il y, a, même. il y a quand même un code. Il y a d'abord le code de la route, mais ensuite, lorsque vous devez vous inscrire à une école d'apprentissage à la conduite, il y a l'âge qui est vraiment exigé. Donc, il y a ce paramètre-là. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le véritable problème, Roby l'a relevé, mais l'autre qui est très, très, très grave aussi, c'est que finalement, avec un peu de liasse qu'on glisse dans les mains des agents, ils perdent leurs yeux. Et c'est d'abord des personnes qui ne savent pas lire du tout, ils ont votre document en main,
et ils vous demandent comment vous appelez-vous. Pas tous. Non, mais essentiellement, Pas tous. ces agents ne lisent jamais. Vous pouvez présenter un document qui Il y ne en a vous qui appartient savent pas. même pas Il y en a lire. qui Non, mais c'est lisent. cela, c'est Mais cela le comment est-ce problème. qu'on peut connaître Comment au est-ce qu'il faut faciès expliquer l'âge que- des conducteurs? Roby, Est-ce qu'on Roby, peut connaître au Roby faciès a d'ailleurs- l'âge des conducteurs? Mais écoutez, C'est la question C'est là l'importance du document. Est-ce que l'âge de la conduite ne fait pas partie des principes qui régissent la circulation Absolument, routière? absolument. À mon avis, ça en fait partie. Forcément. Et ces agents devraient en prendre D'ailleurs, compte. Forcément. d'ailleurs, Très au-delà- rapidement, Roby. au-delà de souligner la responsabilité des parents que je pointe du doigt ici, c'est vrai que lorsque nous élevons un peu le niveau du débat, nous allons jusqu'au niveau de la responsabilité des services de sécurité qui doivent contrôler l'âge du conducteur. Dans tous les pays normaux, ça se passe. On peut comme ça. facilement C'est autant. mentir sur Non, son non, âge. Non, écoutez. mais non, c'est non, pas on la a vu, raison. non, Djibril, on peut laisse-moi aller, c'est facilement pas autant, mentir c'est sur pas son la âge. raison. Non, Autant- mais ce non, n'est mais pas la attends, raison. mais non. Il y a le factuel, il y a la normative. Si tu permets, Roby, on va pas épiloguer là-dessus. clore, Parce que c'est pour des clore. choses qui tombent sous l'essence, Pour Roby. clore, non mais pour clore, autant il est de la responsabilité des services de sécurité de contrôler l'âge des enfants, par exemple, à l'entrée des boîtes. Nous, puisque- de quel Mais- moyen mais- disposent les services de sécurité Mais pour Djibril, contrôler bien, l'âge de mais- conduite? Moussa Moïse, Djibril. Moussa Moïse, Non, mais les documents, on avance on peut dans manier cette sur les émission, documents. si vous Les me permettez. documents. On progresse dans cette émission, Moussa Moïse, on en vient à ce marché de 300 transformateurs. C'est du côté DDG. On parle DDG, Topage, Viner Holding. Est-ce qu'on peut parler de marché de gré à gré, Moussa Moïse? C'est ce qui m'intéresse. Ah, les Parlons. enfants, ça t'intéresse pas? Non, non, écoutez, Non. les détails. La question. Les Mais détails. c'est je autant pense un que- sujet assez important, Roby. Mais bien sûr, Bien sûr, il y a ouais. assez de morts les week-ends, Parlons les enfants. courant, parlons électricité, c'est important. Parlons corruption dans notre pays. Je vais, puisque j'ai noté quelque chose sur papier, pour ne pas me perdre en si bon chemin, j'aimerais rappeler les faits et vous faire comprendre toute la genèse de cette histoire. En 2011, l'État guinéen, dans un programme d'urgence, de desserte bien sûr de la population en courant électrique, a lancé un appel d'offres qui a été piloté par les grands projets et il portait sur l'achat de 160 transformateurs. Ouais. Le processus a été géré par les grands projets donc, en respect au code de passation des marchés publics et c'est une entreprise dénommée Kawa Guinée qui l'a remporté. Cela a été exécuté, les transformateurs existent. Ensuite, il y a eu un autre appel d'offres, cette fois sous la direction de Nava Touré. Nava Touré qui était directeur des Général DDG. Il a pris le soin, puisque pour éviter qu'il y ait de la confusion, pour éviter qu'il y ait des pots de vin, il a pris le soin de mettre en place un comité composé de certains cadres de la société, donc chargé de veiller à la transparence du marché, c'est-à-dire de l'appel d'offres qui va être lancé pour ce projet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au moment où Nava était sur ce projet, il a été débarqué DDG et embarqué du côté du ministère des Mines. Absolument. L'appel d'offres a été donc gelé. On peut dire que l'appel d'offres n'a pas été conduit à terme. Il n'a pas abouti. On l'a mis de côté. Ensuite, un nouveau directeur est venu à la tête de DDG. DDG. La Alors, personne de M. Morikaba. exactement. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il prend fonction, les services DDG, ses cadres, ne prennent pas le soin de lui dire qu'avant lui, il y avait un appel d'offres qui a été lancé et pour des raisons que je ne vous demande pas d'aller chercher les raisons qui ont conduit à l'annulation ou au gel de cet appel d'offres, vous n'en saurez rien du tout. Ces cadres ne prennent pas le soin de lui dire que cet appel d'offres existait. Ils viennent le voir, ils lui disent, mais il y a une urgence, il y a une énorme urgence, il faut qu'on ait des transformateurs parce qu'il y a des problèmes par-ci, il y a des problèmes par-là. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, donc ne connaissant pas tout ce qui s'est passé, il accepte cela, ils achètent rapidement sur le marché local avec une société qui commercialise les transformateurs sur place, ils achètent ces transformateurs, ils les mettent en ligne. Mais figurez-vous bien, cette société qui a bénéficié de ce marché figurait parmi les sociétés qui ont soumissionné À l'appel d'offres. à l'appel d'offres précédent qui a été gelé. Ouais. Et cette société ne fait pas partie des sociétés qui étaient Les mieux disantes, ouais. en termes financiers et également de techniques. fiabilité. On prend ces sociétés et bénéficie de ce marché, on exécute le projet. Ouais. Parce que rappelez que EDG consomme les transformateurs comme de cacahuètes. Ouais.
c'est pas du tout... C'est fait à dessein, Moussa Moïse. C'est une la palissade. Absolument. N'est-ce pas, Djibril? Ouais. Alors, Parce cela que quand passe. on achète du transformateur au bord de la route, on ne peut s'attendre qu'à ça. C'est clair. Ouais. Alors, Le donc, problème cela, va plus cela- loin que ce- ça. cela a été acheté à la va-vite donc, et sans aucun respect d'aucune procédure en place. Ouais. Parce qu'on aurait pu quand même relancer l'appel d'offres qui a été gelé. On aurait pu voir quelles sont les sociétés qui sont les mieux disantes et donner à cette société en respectant le code de passation des marchés publics. Cela n'a pas été fait. Ça m'amène donc à poser deux questions à ce niveau. Pourquoi les cas DG ont-ils caché au nouveau directeur l'existence de cet appel d'offres qui a été stoppé? Pourquoi parle-t-on d'urgence pour un marché déjà connu? Parce que le marché qui a été exécuté, c'est le même marché pour lequel il y avait eu cet appel d'offres. L'urgence vient faire quoi dans cette Et histoire? on parle des besoins annuels. Exactement. Alors, pourquoi a-t-on caché également les transformateurs chez la société qui, semble-t-il, n'était pas... Pourquoi on a acheté les transformateurs chez la société qui n'était pas la mieux disante? Ouais. Ce sont ces deux questions que je me pose. Est-ce qu'on a pris connaissance du coût? Parce que si ce n'était pas la société qui venait en tête, si ce n'était pas la société la mieux disante, ça veut dire qu'au niveau de ces transformateurs, on les achetait à un prix qu'il ne fallait pas sur le marché local. Donc la surfacturation, l'affairisme, ce sont quand même des données qu'on ne peut pas occulter dans cette transaction. Pas du tout. Donc cela a été fait sans qu'au niveau des DG, sans qu'aucune mouche ne fasse bis vroom, entre guillemets, comme on le dit. Vous comprenez? Alors, ils l'ont fait sur le dos balafré, le dos trituré du contribuable guinéen. Parce que cela, c'est quand même de l'argent appartenant aux contribuables guinéens. Absolument. Cela a été fait. Il se trouve encore, pour une fois, pour des besoins annuels, en prélude donc au démarrage du projet hydroélectrique de Caleta, et déjà exprimé ses besoins d'achat de 300 transformateurs. Cela tourne autour de 2 à 3 millions de Environ 3 millions de environ dollars. 3 millions de dollars. Plus de 21 milliards de francs guinéens. Et encore, cela se fait sans appel d'offres. Vinay Holding, c'est cette société qui s'est vue triomphalement choisie pour exécuter ce marché. Vous allez comprendre un peu pourquoi on parle de Vinay. Quand cela s'est passé, vraisemblablement, comment tout cela s'est passé? Topaz, qui existe en Guinée, Topaz que tout le monde connaît, c'est le plus grand consommateur, donc le plus gros client d'EDG. Topaz, c'est une boîte qui coûte cher aux yeux d'EDG parce que c'est la boîte qui permet, par exemple, de faire des avances sur sa consommation annuelle à EDG. Ouais. C'est-à-dire, pendant un an, elle calcule avec EDG combien elle consomme, elle paye cet argent à EDG. Donc, ça arrange beaucoup, ça fait les affaires de la société, de la Guinéenne d'électricité. Alors, donc, c'est un client privilégié de la Guinée d'électricité. Elle a donc été approchée par EDG dans son programme d'urgence d'achat de 300 transformateurs. Et on nous dit, hein, sur instruction de l'autorité. Hein. Ça, c'est ce qui a été dit. Ouais. Parce que je dirais après qu'on a rencontré les responsables d'EDG. Ouais. Et donc, elle demande à ce que, EDG lui demande à ce qu'elle lui aide, elle aide plutôt à financer l'achat de cela. Alors, Topaz, comme elle en a l'habitude, elle finance, elle donne son accord pour cela, mais elle demande les spécimens des transformateurs que EDG veut acheter, mais Et également les spécifications techniques. mais également elle indique à EDG qu'elle donne l'argent, mais également elle choisit le Le fournisseur. fournisseur. Ce qui a été fait, c'est Vinay Holding qui a été choisi, une société qui se trouve du côté de Singapour. Mais ce qui me taraude un peu l'esprit, ce sont les coûts. Les coûts des transformateurs de Vinay Holding. Également, l'aspect qualité et fiabilité de ces transformateurs. Je vous donne un exemple, sans citer le nom d'une société quelconque, puisque du côté d'EDG, il paraît qu'il s'est engagé une chasse à la source. On veut savoir qui a donné les documents à Moussa Moïse. Vous ne le saurez pas. Jamais. Alors, pour trouver celui qui est... Également, je vous donne cet exemple. Un transformateur de 160 kWh qui appartient à la société dont je viens de parler, Vinay Holding, puisque nous avons toute la documentation là-dessus, coûte 5 635 $. Le même transformateur fabriqué par une société leader dans le domaine et qui approvisionne, qui ravitaille Sonabel, EDM, Sénélec, Génélec, Nigélec, Somalec,
je ne peux pas citer toutes les sociétés, qui est fabriquée sur le territoire français et est certifiée ISO. Ouais. Cette société, pour le même transformateur, donne à la Guinée 3388. À plus Vous de comprenez? 2000 Alors, dollars ou euros de différence. Trois questions à ce niveau. Topaz, client, consommateur de DG, d'accord. Mais est-ce que Topaz est habilité? Parce que Topaz est client comme Espace, comme Soukat, comme n'importe quelle société. Est-ce que Topaz est habilité, en tordant le cou à nos procédures de passation des marchés publics, à imposer une société qui doit fournir des transformateurs à EDG? Pourquoi alors EDG, pourquoi Topaz plutôt, je continue là-dessus, a donné les fonds à EDG et que EDG lui-même n'a pas pris le soin de lancer un appel d'offres? Parce que c'est EDG qui est techniquement, légalement responsable aux yeux de l'État pour passer un appel d'offres libre et transparent. Pourquoi tout cela s'est fait en violation de nos textes de loi de passation des marchés publics et qu'aujourd'hui on nous dise, parce que nous sommes partis du côté de EDG, nous avons rencontré les responsables, ils nous disent qu'il s'agit plutôt d'un financement innovant. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle financement innovant? Ouais. Si c'est de l'argent... trop abstrait tout ça. Un financement innovant. Et ce qui encore m'inquiète, c'est que Topaz, qui a accepté de donner l'argent à EDG, qui a également choisi la société, donc le fournisseur du côté de Singapour, Topaz avait eu des échanges de mails avec la société française dont je viens de parler, qui est certifiée ISO Kawa Guinée, sur un prétendu besoin d'achat de transformateurs. Vous avez les échanges de mails ici. J'ai les échanges de mails ici. Donc, vraisemblablement, Topaz voulait acheter des transformateurs avec Kawa Guinée. Les spécifications, tout ce qui concerne l'aspect technique de ces transformateurs, tout a été fourni par Kawa Guinée à Topaz avant que cette dernière, Topaz, ne décide de donner l'argent et de choisir un autre fournisseur pour les mêmes spécifications. C'est de l'espionnage technologique, tout simplement. Les échanges de mails se trouvent ici. Ouais. Alors, nous sommes allés à EDG. Nous avons rencontré les cadres de ce département. Le nouveau directeur, je pense qu'il est pris dans un tourbillon de fausseté, dans un tourbillon de corruption. Il ne s'en sort pas, il ne comprend pas. Les grandes gueules. Premièrement, le fait qu'on lui ait caché qu'il existait un appel d'offres avant sa prise de fonction, qu'il a été embarqué directement, a choisi sur place une société qui avait soumissionné, qui n'était même pas la mieux disante, et qu'il ait acheté directement des transformateurs sur le marché local, et qu'on lui ait caché l'existence d'un appel d'offres, je pense que c'était déjà un premier pas très grave. Ouais. Ensuite, qu'on lui ait dit qu'il s'agit d'un financement innovant et que le chef de l'État aurait accepté, parce que c'est ce qui nous a été dit, absolument, que Topaz donne l'argent, mais également choisisse le fournisseur. Est-ce que le président de la République est vraiment ce chef de l'État soucieux du bien-être de la population qui affirme avoir injecté près d'un milliard de dollars dans le secteur de l'énergie dans notre pays sans aucun résultat? Est-ce qu'il peut se permettre de dire à une société de la place de donner l'argent, mais également de choisir, en violation de nos textes de loi, une autre société du côté de Singapour? Est-ce qu'il peut se permettre lui-même de violer les principes c'est la question que je me pose. Un dernier exemple avant de passer à autre chose. Chacun pourra tirer sa propre conclusion. Vous avez ici une facture. C'est une demande d'achat. Parce que je vous dis une chose. Allez-y vous renseigner du côté de EDG. Le service chargé de réparer les transformateurs d'EDG, allez-y leur demander quelle est la cause principale de la défectuosité de ces transformateurs. Et des incendies sur les transformateurs. Ouais. Parce que c'est dans ce pays qu'on voit les transformateurs prendre feu. Allez-y leur demander quelle est la cause principale. Ils vous diront défaut de fabrication. Ouais. Défaut de fabrication parce que EDG consomme des transformateurs comme des cacahuètes. Elle ne prend pas le soin de choisir des transformateurs qui répondent à des normes internationales. Elle ne prend pas le soin de choisir des sociétés habilitées à le faire. Mais si c'est fait à décès, Moussa Moïse, vous continuez à pomper l'argent de l'État. Cette facture que je tiens à main. Ouais. Il y a eu un besoin parce que pour passer rapidement, en contournant les procédures de passation des marchés publics, on invente le mot urgence. On dit il y a une urgence. On risque de se révolter du côté de Yataya. On risque de se révolter du côté de Sophonia. Le chef de l'État ne va pas aimer. Il y a urgence. On n'a pas le temps pour faire tous ces blabla. Il y a une société qui est là sur place, qui a les transformateurs. Il faut qu'on amène.
c'est comme ça qu'on embarque les gens. Il y a un besoin urgent comme ça qui avait été exprimé. Les sociétés, on leur a demandé de faire des factures, de faire des propositions pour choisir la société la mieux disante, techniquement et financièrement. Au moment où cette société, vous voyez la facture, faisait cette facture, on appelle, on dit, ben, c'est pas la peine. On a déjà trouvé sur place parce que c'était urgent. Incroyable. C'était urgent. Les preuves sont là. Est-ce qu'on va continuer dans ce pays à marcher de la sorte pour un secteur aussi important, aussi stratégique? Est-ce que le chef de l'État va enfin comprendre qu'il ne s'agit pas de changer de directeur à la tête d'EDG, mais qu'il s'agit de faire un nettoyage à fond dans les couloirs de EDG, parce que les cadres qui s'y trouvent, certains se sont pleinement enrichis avec ce genre de marché. Surtout Sous au département d'achat. Hein. Sous le sceau de l'urgence. Mais c'est un problème général. C'est assez grave. Roby, tu auras la parole tout de suite. Parce que les factures qui sont là, je n'ai pas le temps de tout déballer, mais les factures qui sont là, les téléspectateurs pourront le voir. Vous voyez les coûts et vous voyez la différence entre les deux. Vous voyez également que dans notre pays, on n'aime pas tout ce qui peut créer la transparence. Je ne prends pas le parti pour une société. Je ne dis pas qu'il fallait donner le marché qui veut être attribué parce qu'ils n'ont pas encore signé le contrat. C'est notre rôle de lever le lièvre et de faire arrêter la machine. Faire arrêter la machine, cette hémorragie. Pour dire qu'ils ne vont pas donner ce contrat annuel à Vinet Holding. Allez-y vous renseigner pour savoir si c'est une société qui fabrique des transformateurs. Pas du tout. Vous allez comprendre si c'est une société habilitée à le faire. On n'est pas en train de dire qu'il faut arracher ce contrat à Vinet pour le donner à une société qu'on aurait déjà choisie. Non. On dit qu'il faut lancer un appel d'offres libre et transparent. Il faut respecter nos textes de loi. On ne peut pas sacrifier nos principes sur l'autel d'une quelconque urgence. C'est pas possible, ça ne passe pas. Il y a dans notre pays une société qui existe, qui est la représentation de Kawa Guinée, Kawa International, qui existe et qui a sur place les transformateurs, qui a écrit des courriers au chef de l'État, qui a accepté de leur donner un local pour stocker ces transformateurs, qui est capable, parce que c'est dans le projet et ça a été accepté par certains partenaires au niveau du ministère de l'Énergie et par le président de la République, qui veulent installer sur place dans notre pays des chaînes de montage de transformateurs. Ça n'existe pas dans la sous-région. Si on passe par ce genre de méthode, on ne donne pas la chance aux nationaux qui existent, qui envoient des transformateurs, qui envoient des partenaires pour construire, pour monter. Il faut donner la chance à tout le monde. S'il vous plaît, laisse-moi finir. Qu'on ne donne pas la chance à tout le monde. Parce qu'ils payent des impôts, ils payent des taxes. Et qu'on choisisse rapidement comme ça. Et en violation de nos textes de loi. Une société qui se trouve du côté de Singapour parce que l'argent qui a été donné appartiendrait à Topaz. Donc c'est Topaz qui doit choisir la société. Je pense que dans notre pays on marche sur la tête, c'est pas normal. Bien. Il faudrait qu'on se respecte. Écoutez, bien, Moussa, malin. L'enquête qui va se poursuivre. Roby, si tu le permets. 30 secondes parce qu'on a marqué la pause. Oui, absolument. Roby, rapidement. Je ne voudrais pas faire l'apologie d'une quelconque société ici, mais je voudrais dire, a-t-on une fois demandé des comptes à ceux qui ont géré EDG dans ce pays? Jamais. Souvenez-vous très bien du projet compteur prépayé qui avait été lancé du temps de Papa Koli et du temps de Abdoulaye Keïta. Beaucoup de fonds ont été investis dans ce projet-là. On nous avait même dit, ouais, dans 6 mois, 8 mois, vous aurez les compteurs prépayés, comme ça la chose sera réglée. Les lampes économiques aussi. Les lampes économiques aussi. Autant de fonds ont été engloutis. Ils se sont enrichis. Au-delà des lampes économiques, chaque jour qui se passe, EDG est en train d'acheter des câbles pour renouveler les lignes qui ne sont jamais renouvelées puisque les particuliers guinéens eux-mêmes financent la mise en place de leurs propres câbles. Aujourd'hui, vous voyez les agents de EDG qui passent domicile par domicile pour vous demander, vous avez quoi comme frigidaire à la maison, comme téléviseur, vous avez combien de nombre de fer à repasser? C'est en fonction de ça on fait votre facture. Est-ce que cet argent-là rentre dans les caisses de EDG? Est-ce que la gestion des EDG au sein de l'entreprise, elle est saine? Moussa Moïse me parle du directeur qui dit qu'on lui cache quoi ou quoi. Je veux dire qu'il ment. On ne lui cache rien du tout parce que lui-même, il participe à toute cette magouille. Parce que je ne peux pas comprendre comment un directeur ne peut pas me dire qu'il ne peut pas contrôler la gestion, comment des marchés comme ça peuvent passer sous son nez et signer, passer sans que lui, il ne le sache. Je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Il faut quand même respecter les principes. Laisse-moi aller. Je ne peux pas être d'accord avec ça quand le directeur lui-même se déplace
pour aller s'acheter une voiture de service dans une entreprise La Place à coût de millions de dollars sous le chèque de EDG sans que les services Oui, mais j'ai assisté à la scène. Ouais. Il est allé demander à une Prado, je sais pas moi, une Toyota devant moi et il a voulu émettre le chèque sous le dos de EDG. Je vais pas dire le nom de l'entreprise, mais je veux dire que c'est pas normal. Lorsqu'une gestion est ésotérique de cette manière-là, eh bien tous les agents y participent. Donc aujourd'hui, si on faisait l'audit de EDG, je vais vous dire une chose, tous les cadres EDG seraient condamnés pour prison à vie. Ouais, une entreprise qui se meurt. Et pendant ce temps, on attend toujours ce fameux comité de gestion et cet opérateur privé qui doit être choisi par l'État pour... Je pense que l'EDG, c'est une société qui est budgétivore. Et je respecte ce monsieur dont je tais le nom, qui me dit souvent que l'intelligence, que être malin, c'est mettre son intelligence au service du mal. Et c'est bien ce que font bien des cadres de ce pays et qui sont champions de la roublardise pour fossoyer les derniers publics de ce pays. Je pense que Moussa a fait une très belle enquête. Vivement l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités parce qu'on a tant dénoncé des scandales. Vous vous souvenez, le scandale au niveau du fond de l'hydraulique, il a fallu des mois. On a claironné sur ce scandale ici. Sur tous les toits. Et ce n'est que quelques mois, on a eu gain de cause. Il faut que le président essaye une bonne fois pour toutes de rompre avec les anciennes pratiques qui, au moment où il était opposant, des pratiques qu'il dénonçait. C'est important et nous sommes dans une année électorale. Les scandales ne vont forcément pas plaider en sa faveur. Allez-y, Tamba, très rapidement. Écoutez, de toutes les façons, nous sommes habitués à je vais dire roucouler, nous sommes habitués à babiner. Non, sur Tamba. ce qui est en train de se faire. Je vais le dire comme ça parce qu'il se rit de ce que nous disons. Il se rit de ce que nous faisons. Qui ça, le président? Mais tous ceux qui ont une portion de responsabilité là-dessus. Et pour eux, nous roucoulons, nous sommes des tourterelles qui sont en train de roucouler. Incroyable. Je vais dire ceci. EDG nous parle d'urgence. En Guinée, nous avons l'habitude de l'urgence. Or, recrudescence d'urgence tue l'urgence. On n'a pas besoin de nous dire qu'il faut mettre à côté les procédures de passation de marché. On n'en a pas besoin. De toutes les façons, on est habitué au noir. Nous allons supporter ce noir en attendant que les procédures soient respectées. On n'a pas besoin d'un courant, d'une électricité qui est pourrie, d'une électricité qui est corrompue. On voudrait que les démarches soient suivies. Voilà. Incroyable. Mais je le dis comme ça. En 30 secondes, allez-y. C'est même pas du bon courant qui arrive à la maison. Moi, j'ai appelé un électricien qui est venu mesurer. Chez moi, j'ai même pas du 110 watts dans ce pays. Et on nous fait payer cher. Roby, si tu permets, c'est du n'importe quoi. Non, mais ce que je voudrais dire, à un moment donné, le chef de l'État avait dit qu'on l'avait trompé à propos du courant en Guinée. Mais il se trouve qu'il n'y a rien n'a été fait derrière. Voilà pourquoi les mêmes problèmes reviennent, les mêmes cas de corruption, les mêmes cas de... On a dit que EDG est une société budgétivore, mais elle continuera sur ce chemin tant qu'il n'y aura pas d'audit pour, en tout cas, essayer de punir certaines personnes qui vont dans ce sens. Et puis l'enquête de Moussa Moïse Silla, donc qui va poursuivre son travail pour vraiment comprendre ce dossier jusqu'au trognon. Les GG se poursuivent dans un instant. Vous avez la possibilité donc par 3 moyens d'interagir à notre émission, à nos sujets. Au GG, vous envoyez vos SMS au GG 837. Vous allez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Vous faites carrément le 657 39 13 13. Ibrahima Prince Diallo assure la réalisation. Nous marquons une petite pause pour nos obligations commerciales et derrière, on revient. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Mais aussi sur Espace TV, donc une émission à retrouver sous le coup de 22h30 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Ebola, cela fait officiellement 1 an que l'épidémie a été déclarée en Guinée. Vous connaissez les stats, 3402 cas enregistrés dans le pays pour 2249 décès, 60 cas confirmés donc à ce jour, donc des cas concentrés en majorité dans la région de la Basse-Guinée. Comment juguler le mal? Comment croire à la nouvelle stratégie de la coordination? Fodeta Silla, responsable communication de la coordination nationale de lutte contre Ebola, et si tout va bien, M. Francis, directeur pays du plan, pas du PNUD. Ils seront au téléphone dans cette émission. L'Association guinéenne pour la transparence appelle le gouvernement à faire réaliser et diffuser rapidement un audit indépendant pour, dit-elle, établir clairement la situation des fonds de lutte contre Ebola
Mamadou Tarandialo, lui, il est président de l'AGT, Association guinéenne pour la transparence. Il sera avec nous dans ce studio dans la deuxième partie. On va commencer avec l'opposition qui se montre toujours menaçante après son nombreuses décisions, donc son retrait et plutôt sa suspension au niveau des travaux de l'Assemblée nationale et la non-reconnaissance de la CENI. Elle pourrait donc renouer avec ces manifestations. Aboubacar Silla, président de l'UFC, député, porte-parole de l'opposition, il est dans ce studio et si tout va bien, Alpha Yero Condé aussi, qui est directeur du département communication au niveau de la CENI. Mais un coup d'œil, avant de donner la parole à notre invité qui est déjà dans ce studio, un coup d'œil à notre plateforme. Salut les GG, c'est EDG. Si EDG est budgétivore, Moussa Moïse est investigateur. C'est un message signé Salut de Coloma. Un autre message. Pour moi, l'eau est plus importante. Parler d'elle aussi. C'est un message envoyé par Gianni. Tant que le président ne prendra pas de sanctions sévères contre ces genres de pratiques, la corruption continuera de façon crescendo. Et c'est un message qui n'est pas signé. Bonjour, c'est Alimou Bindi. Je vous informe que l'ancien directeur DDG, Abdoulaye Keita, a acheté une maison au Canada à 500 millions de dollars sur le dos du contribuable guinéen. 500 millions de dollars. C'est Alimou Bindi. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. C'est un message. Donc, bien auditeur. Un autre message. Un enfant derrière le volant. C'est comme une femme jalouse avec un fusil. Qualifié Gibril de juriste, c'est insulter le droit. Aliou Goodboy Diallo de Bomboli. Cet autre message. Bonjour. De 18 ans n'est pas autorisé d'avoir un permis. Gibril, même si tu n'aimes pas Roby, mais il faut le reconnaître, c'est lui le maître. C'est Kyornaliou, le robiste qui signe le message. Et ce dernier message, tous les problèmes de la Guinée, c'est la coca-lada. Bon, c'est pas bien compris. Roby, on s'intéresse à notre invité, on le reçoit. Absolument. Monsieur Abakar Silla, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'opposition. Très fâché, cette opposition remontée ces derniers temps. Vous dites bouder l'Assemblée nationale, vous dites retirer, vous demandez à vos commissaires au sein de la CENI de se retirer, mais en même temps, vous dites vouloir installer des institutions parallèles. Est-ce que c'est votre droit? Écoutez, ce n'est pas par hasard que nous avons pris ces dispositions. Le processus électoral guinéen est aujourd'hui complètement vicié, mais il y a pire que tout ça. C'est que toutes les institutions constitutionnelles de ce pays, toutes les administrations, qu'elles soient centrales, qu'elles soient déconcentrées ou décentralisées, sont aujourd'hui totalement inféodées à l'exécutif. Nous acheminons tranquillement et de façon insidieuse vers un véritable régime autocratique où tout va partir d'un seul homme et revenir à un seul homme. Donc l'heure est extrêmement grave. Mais est-ce que cela cela vous confère la légitimité de vouloir installer des institutions parallèles? Est-ce que ce n'est pas une forme de rébellion? Je vais vous parler, avant de vous parler du cas général de toutes nos dispositions, de toutes les mesures que nous avons décidé de mettre en application suite à la publication de ce chronogramme de la CENI, pour ce qui concerne ce point particulier, je vous dis que c'est le pouvoir qui peut être accusé de rébellion parce que c'est lui qui a violé complètement la Constitution et la loi de la République avec ses délégations spéciales. Dès leur installation, ces délégations spéciales étaient déjà illégales. Pourquoi ? Parce que le Code des collectivités dispose clairement que pour dissoudre un conseil communal, il faut qu'au moins le tiers de ses membres soient condamnés par un tribunal. Il se trouve que cela n'a pas été le cas. Donc, dès leur installation, déjà, ces délégations spéciales étaient illégales. Deuxièmement, ces délégations spéciales n'ont pas une durée de vie supérieure à 6 mois. Nous en sommes aujourd'hui à 4 années. Donc, doublement, ces délégations spéciales sont totalement illégales. Et ceux qui occupent les fonctions de maire aujourd'hui dans ce pays, de chef de quartier, de président de CRD, ne sont pas revêtus de la légitimité que confère le suffrage universel, tel que prévu par notre Constitution et par les lois de ce pays. Donc c'est ce gouvernement, c'est le président de la République qui est en totale violation avec la Constitution, en maintenant en vie des délégations spéciales qui ne représentent pas du tout les populations au nom desquels elle s'exprime. Oui, mais pour autant, parce que vous n'avez pas répondu à la question de Roby, pour autant, est-ce que c'est parce que vous êtes fâché, parce que le chronogramme ne vous convient pas, et ça vous donne le droit d'aller installer des délégations spéciales parallèles? Est-ce que vous n'allez pas retomber dans la même illégalité? Et comment vont fonctionner ces délégations parallèles que vous allez installer? Vous allez payer de votre propre poche? Vous allez les doter de bureaux et tout ça? Comment vous allez faire? Tout ceci est lié. C'est parce que le chronogramme de la CENI n'a pas prévu l'organisation des communales. Donc, de facto,
proroger d'une année supplémentaire la durée de vie de cette délégation spéciale que nous avons donc décidé d'intervenir à ce sujet. Donc nous allons tout simplement mettre à la place des délégations spéciales au moins les députés nominaux qui eux au moins ont bénéficié des suffrages de population, même si ce n'est pas pour ce mandat, mais qui sont donc beaucoup plus légitimes que les délégations spéciales actuelles mises en place par le pouvoir. Rapidement, monsieur Silla, la genèse de cette affaire, la genèse de ce problème. Il y a un chronogramme qui a été rendu officiel, le chronogramme de la CENI. On parle d'inversion de l'ordre des élections. Il y a également eu un dialogue guinéen. Et le gouvernement ne reconnaît qu'un seul accord, celui du 3 juillet. Et le dialogue qui s'est tenu le 8 juillet, il y a un communiqué, en tout cas un document qui a été signé. Le gouvernement ne reconnaît pas du tout ce document. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé le 8 juillet et quel est aujourd'hui le regard que vous avez sur ce qui a été signé le 8 juillet. Est-ce que c'est un accord ou un document qui n'engage pas du tout l'État? Bien. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet parce que j'ai été présent du début à la fin de ce dialogue. J'étais probablement l'un des rares leaders qui ne s'est jamais absenté, même pour une minute, durant ce dialogue. Donc je peux donc relater fidèlement tout ce qui s'est passé au cours de cette concertation. On avait à l'ordre du jour, au niveau du dialogue, 4 points qui étaient tous relatifs à l'organisation des élections législatives. On avait le chronogramme électoral avec le problème de l'opérateur technique. Nous avions le problème de la CENI. On avait troisièmement le vote des Guinéens de l'étranger. Et enfin, quatrièmement, on avait donc à l'ordre du jour le chronogramme électoral. Ces questions ont été examinées, nous avons mis de côté. Nous avons évoqué le problème des mairies, des élections communales. Parce que nous avons dit que les maires, contrairement à ce qu'on raconte partout, et ça je vais vous le prouver tout à l'heure, ont une incidence directe dans le processus électoral. Et le code électoral leur donne ce pouvoir. Ils sont prévus dans le code électoral comme des acteurs du processus électoral parce que tout simplement, les maires sont censés être l'émanation des populations, sont censés donc les représenter et donc parler à leur nom et défendre donc leurs intérêts. Donc l'intérêt national en un mot. Donc nous nous sommes retrouvés dans cette salle, nous avons discuté de ces 4 points. Lorsque nous avons terminé, nous avons parlé des élections communales. Il y a eu un débat à long et à large. Et finalement, un consensus a été trouvé autour de la période d'organisation des élections communales. Il a été dit qu'on les organiserait au plus tard à la fin du premier trimestre 2014. Le ministre Alassane Condé, comme l'a d'ailleurs dit à votre micro le facilitateur M. Salifou Silla, a dit que le ministre Alassane Condé, et c'est vrai, a insisté pour qu'elle se tienne dans la foulée des élections législatives, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2013. C'est finalement qu'on s'est accordé dans les mêmes conditions qu'on a discuté les questions liées aux élections législatives. Nous avons discuté dans les mêmes conditions avec le même parterre de questions liées aux élections communales. Et je suis choqué et déçu lorsque j'entends les membres du gouvernement affirmer le contraire. C'est extrêmement grave. Parce qu'on est en train de créer une jurisprudence qui va faire que dans l'esprit des Guinéens, le dialogue ne sera plus une solution de sortie de crise. Parce qu'on se rend compte je n'ai pas fini de vous expliquer comment tout ceci s'est déroulé. Lorsque nous avons terminé, on a dit, bon, puisque le document et le mandat aussi de M. Seyd Guinée portait sur la préparation des élections législatives, on va se limiter aux questions liées aux élections législatives dans l'accord du 3 juillet. Et on a mandaté, ce n'est pas les facilitateurs qui ont pris cette initiative. On a mandaté les 3 facilitateurs. Toutes les parties. Il y avait une soixantaine de personnes dans la salle. Il y avait au niveau du RPG, je vais vous dire, au niveau du RPG, il y avait M. Saloum Sissé, Mme Nantou Chérif, le Dr Saliou Bella, il y avait Makanera qui n'était pas encore ministre, il y avait également Soriba Sourel Kamara qui n'était pas encore gouverneur de la région, tout ceci était là. Comme ministre membre du gouvernement, il y avait donc M. François Loussé-Fall, il y avait le porte-parole du gouvernement, M. Tamantang, M. Kabele. Tout ce beau monde était dans la salle. La CENI, tout ce beau monde, la CENI était représentée par son président, ses vice-présidents, son rapporteur, et il y avait évidemment les représentants aussi de l'opposition, il y avait les facilitateurs, il y avait la communauté internationale fortement représentée par les représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'OIF, de l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France. Et devant tous ces gens-là, ces décisions ont été formellement prises et arrêtées. Et comme cela se passe souvent dans les négociations internationales, dans les dialogues, on a mandaté les facilitateurs de rédiger une note et de la faire circuler. Très bien. Tant de révélations donc ce matin avec notre invité, M. Aboubakar Silla, porte-parole de l'opposition. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, merci de le faire. On marque une petite pause de 10 minutes du côté de la réclame et derrière on revient pour poursuivre ce débat. Mamadou Tarandjalo aussi, président de l'AGT, Association guinéenne pour la transparence, se prépare. Fodeta Silla aussi. Tout ceci, c'est dans moins de 10 minutes. Dans un instant. Les grandes gueules.
Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez un peu partout à travers le monde, mais aussi à travers le réseau des radios partenaires de cette émission, les GG, sur la radio Zali FM Liberté depuis Nzérékoré, sur Espace FM Fouta depuis Labé. Merci de continuer à réagir à nos sujets au GG 8037 ou sur le www.espacefmguinée.info où vous faites le 657 39 13 13. L'association guinéenne pour la transparence appelle le gouvernement donc à faire rapidement réaliser et diffuser un audit pour des questions de transparence sur des fonds mobilisés pour la lutte contre Ebola. Mamadou Tarandjalo, il est dans nos locaux, il est président de cette association, il se prépare, il sera dans ce studio d'une minute à l'autre. Mais pour l'instant, nous continuons, nous poursuivons le débat avec notre invité, M. Aboubakar Diallo. Allez-y, Moussa Yoro. Une question que je voulais poser à M. Aboubakar Silla. Vous dites que le dernier point n'a pas fait partie de l'ordre du jour du dialogue, mais finalement, il a été évoqué par tout le monde, tous les participants. Mais est-ce que vous n'avez pas fait preuve vous n'avez pas manqué de rigueur en faisant en sorte que ce document aussi puisse être signé comme les autres pour éviter ce qui est arrivé aujourd'hui? Écoutez, le document n'était pas élaboré lorsque nous signions l'accord du 3 juillet. Mais puisqu'il y avait un consensus plein et entier autour des questions liées aux élections communales, nous avons ensemble, tous les membres présents, une soixantaine de personnes, nous avons chargé les facilitateurs de rédiger une annexe qu'ils allaient signer et faire circuler au niveau des membres. Ce sont des pratiques qui sont courantes. Parfois, vous allez à des réunions desquelles sont issues des déclarations qui ne sont signées par personne, qui sont simplement lues et proclamées. À partir du moment où vous ne les contestez pas, vous êtes considéré comme étant signataire et vous êtes tenu par les conclusions de ces déclarations. Et c'est comme ça que ça se passe dans toutes les grandes négociations. C'est tout à fait normal. Et il n'y avait aucun équivoque sur le sujet. Mais mettons de côté cet aspect. Pourquoi les élections communales n'ont pas été tenues à date? Pourquoi 4 années et demie après l'échéance des mandats des maires, jusqu'à présent, les mandats ne sont pas renouvelés. Qui a la charge de renouveler, de veiller au renouvellement des mandats? Mais pourquoi, qui a la responsabilité d'après notre constitution? Pourquoi après l'illégitimité de ces conseils communaux, pourquoi en avez-vous pas fait un problème? Pourquoi vous n'avez pas joué les crieurs publics autour de ce problème-là? Pourquoi c'est maintenant que vous le faites? Voilà. Oui, parce qu'on nous dit que au niveau du budget, au vote du budget de ces élections, que vous n'en avez pas fait mention. Il n'a été question que des législatives. Ce n'est pas grave, ce n'est pas vrai, pardon, ce n'est pas du tout vrai. Nous avons parlé de ça devant le ministre de l'administration du territoire. Moi-même, j'ai pris la parole, j'ai parlé à ce ministre. Vous je lui ai posé des questions. Vous n'en aviez pas fait une priorité, apparemment. J'ai été même plus loin. Oui. Je lui ai suggéré ce que je vous dis maintenant, à savoir que puisque les députés uninominaux ont plus de légitimité que ces délégations spéciales, qu'on trouve un moyen de nous asseoir, d'en discuter et de les substituer en attendant aux délégations spéciales actuelles. Voilà. Et il a dit que c'était même une bonne idée, je parle du ministre Alassane Kodé, et que c'est quelque chose qui méritait réflexion. Donc c'est une question dont nous avons abondamment parlé, mais qui a cette responsabilité? C'est le président de la République. Mais c'est la CELI qui organise les élections, M. Silla. C'est la CELI qui les organise, mais c'est le président de la République qui est chargé de veiller au fonctionnement de l'État, qui est chargé de veiller à l'application stricte de la Constitution. Il a d'ailleurs prêté serment le jour de son investiture sur cela. Et ensuite, c'est lui qui convoque le corps électoral. Même si c'est sur proposition de la CENI, mais c'est lui qui a cette responsabilité. Ouais. Pourquoi avoir laissé près de 5 années s'écouler? Pourquoi laisser une élection présidentielle se succéder à une autre alors que les élections communales ne se sont pas tenues? Mais venons-en maintenant à Tamba. Et c'est le gouvernement, c'est le gouvernement aussi, qui est installé sous la responsabilité du président de la République, qui alloue les fonds nécessaires pour organiser ces élections. Voilà. Bon, nous avons toujours parlé des élections communales. Nous avons même été plus loin. Nous avons proposé au niveau de l'Assemblée nationale à ce qu'un débat s'ouvre sur la réforme du code électoral et sur la réforme de la CENI. Nous avons suggéré qu'il y ait une session extraordinaire qui soit ouverte au mois d'août dernier pour que cela soit fait. Mais la mouvance présidentielle s'est opposée. Nous avons encore été plus loin. Lors de la dernière session budgétaire, nous avons proposé que puisque nous avions le temps, puisque la Constitution nous donne 92 jours pour la session, au lieu de 60 jours, 65 jours qu'ont duré la dernière session. Nous avons demandé à ceux qu'on en profite pour allonger la session, le temps d'examiner le code électoral et le texte sur la CENI. Nous avons même fait des propositions de réforme
qui sont déposés au bureau de l'Assemblée nationale. Mais la mouvance présidentielle s'y est toujours opposée. Donc ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons toujours fait ce que nous pouvions pour le faire. Et maintenant, nous en parlons plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui un chronogramme qui est sur la table, qui occulte les élections. Oui, mais maintenant, c'est le moment d'en parler. Est-ce qu'il y a une inversion ou pas? Justement, aujourd'hui, c'est ça la question. On va en venir par rapport à ce cycle électoral. Est-ce qu'il y a eu inversion? C'est une des questions que je veux poser. La seconde question, c'est vrai, vous en avez parlé, mais aujourd'hui, vous allez un peu plus fort avec, on pourrait même dire, avec certaines menaces. Vous parlez d'installation de délégations parallèles, de sortie de votre retrait de l'Assemblée nationale. Question assez simple là-dessus. Quelle va être finalement l'utilité d'une telle démarche? Et est-ce que ce sera une démarche applicable? Est-ce qu'elle sera payante? Et la dernière question... Ça fait trop déjà, oui, on n'a pas toujours le temps, malheureusement, de poser une seule question à ce studio. On sait que des ténors de l'opposition continuent leur réunion. Même hier tard dans la nuit, ils ont continué cette réunion-là. On a envie de savoir qu'est-ce qui se trame. Quel est l'agenda caché? Est-ce que finalement, on ne viserait pas de bouter le président de la République ou même de l'éloigner du pouvoir? On peut aller jusqu'à non, mais imaginer. Il faut l'envisager. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Silla. Laissez-le répondre. Écoutez, nous avons en face de nous un pouvoir pour qui le dialogue, c'est juste un faire-valoir, pour qui le dialogue, c'est une opportunité pour tromper, pour abuser, pour ruser et pour gagner du temps. Nous avons épuisé toutes les ressources possibles. Nous avons tout fait pour avoir un dialogue structuré avec ce pouvoir. Il refuse obstinément. Lorsqu'il organise un dialogue, c'est pour ne pas signer après le relevé de conclusion, parce que les personnes qui sont mandatées par le président de la République pour participer à ce dialogue-là, apparemment n'ont pas les pouvoirs nécessaires, ce qui fait que finalement tout revient au président de la République en fin de compte, qui désavoue parfois ses mandataires, ce qui s'est passé en juillet dernier. Tous ces ténors du RPG Arc-en-Ciel qui crient aujourd'hui sur tous les toits, ils n'ont absolument aucun pouvoir de décision. Tout est ramené au président de la République. C'est le président de la République qui avait dit ici qu'il n'est pas question d'utiliser des fonds venus de la communauté internationale pour organiser nos élections. Ils ont tous repris comme un refrain cet engagement du président de la République. Le président de la République est revenu sur ses pas. Et ils ont emboîté de nouveau exactement la même trompette. Donc c'est pour vous dire que ce sont des faire-valoir qui sont là, qui partent sur tous les toits. La seule personne qui prend des décisions ici, c'est le président de la République. Et nous sommes fondés à exiger sa présence prochainement lors de nos dialogues. Parce que finalement, il n'y a aucune raison de discuter avec des personnes en fait, qui se réunissent, tous les jours. Avec lui. Absolument. Est-ce que ça ne sert à rien? Ça ne sert à rien. Mais on l'a vu au Burkina Faso. On a vu l'opposition burkinabé qui a exigé la présence du président Blaise Compaoré lors du dialogue. Et finalement, le président est arrivé. Bien. Avant de donner la parole à M. Yero Kondé qui est au bout du téléphone, est-ce qu'il y a eu inversion des élections? Il y a eu inversion, évidemment, puisque selon les différents mandats, les élections communales devaient se dérouler avant l'élection présidentielle prochaine. On va avoir 2 élections présidentielles qui vont se tenir sans qu'il y ait aucune élection communale. Donc vous continuez à affirmer qu'il y a inversion des élections. Nous l'affirmons clairement. Inversion de l'ordre. Et tout ceci a été voulu, planifié depuis un certain 21 décembre 2010 que le président de la République a prêté serment. Tout ceci était voulu et planifié. On s'est mis à dissoudre à tour de bras les conseils communaux. On s'est mis à nommer les chefs de quartier et les présidents de CRD. Tout ceci était planifié parce qu'on sait parfaitement qu'ils jouent un rôle clé dans la fraude qui s'organise pour la prochaine élection présidentielle. Bien, M. Boubacar Silla, si vous permettez, nous allons prendre la voix de la CENI dans cette émission. M. Alpha Yero Kondé, directeur département communication de cette institution, il est en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Bonjour, M. Kondé. Bonjour Monsieur Kondé, vous êtes dans les grandes gueules. Question simple, qu'est-ce qui justifie selon vous l'organisation des communales avant la présidentielle? Eh bien non, mais c'est le contraire, Mohamed Camara. Là, vous allez... la présidentielle. L'organisation de la présidentielle avant le communal. Ils s'en mêlent complètement les pinceaux ce matin. Allez-y, Monsieur Alpha Yero Kondé. Bien, je vous remercie. Je voulais commencer par saluer Monsieur Abouakar Silla. Merci. Pour lequel j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour son combat. Et remercier les grandes gueules, féliciter les grandes gueules pour leur détermination à construire la démocratie en Guinée, afin que nous ayons un État stable. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. On va revenir directement aux questions, mon cher ami. Ouais. Qu'est-ce qui justifie ce chronogramme, M. Kondé?
malheureusement, la CENI a la loi pour agir, c'est notre prière. Et la seule élection avec des délais impératifs, ce sont les élections présidentielles. Puisque dans ces élections présidentielles, la loi dit qu'ils doivent être organisées 90 jours avant, au plus, ou 60 jours, au moins avant l'expiration du mandat du président. Ce qui fait que nous sommes à 6 mois de cette présidence. Il aurait été très difficile d'intégrer aujourd'hui les élections communales et d'organiser les élections présidentielles. Mais alors, comment expliquez-vous le fait que la CENI est quand même... Monsieur Condé, il faut qu'on s'écoute. Monsieur Condé, s'il vous plaît, comment expliquez-vous le fait que la CENI... Allô? Non, il n'y a pas de l'activité, il ne nous écoute pas. Monsieur Condé. Monsieur Yero Condé, est-ce que vous nous écoutez? Je vous écoute bien, mais je... Oui, mais acceptez qu'on vous pose des questions. Comment expliquez-vous le fait que... Non, vous allez me poser. Oui, mais attendez, Oui, mais attendez... La question qui vous a été posée est claire. Comment expliquez-vous, vous parliez de l'urgence de la présidentielle et tout. En même temps, on a appris ici que la CENI... Oui, mais comment expliquez-vous le fait que la CENI a engagé des fonds dans les préparatifs des élections communales et après, à la dernière minute, virage à gauche, on nous parle de présidentielle. Comment expliquez-vous ça? On parle de 2 millions à 3 millions de dollars. Bon, d'accord, merci pour la question. Mais premièrement, je voudrais simplement vous dire que je n'ai pas utilisé le mot urgence. Là n'est pas le problème, monsieur Yero Condé. On n'a pas suffisamment de temps. Allez-y sur la question, s'il vous plaît. Il faut que les termes soient très clairs. Il faut que les termes soient très clairs pour qu'on s'entende. D'accord. Si vous voulez, on va vous expliquer en français facile. D'accord, allez-y. Hein? Il y a 2 instruments que la CENI utilise. La Constitution et le Code électoral. Ouais. Le Code électoral étant une loi organique issue d'un des articles de la Constitution. Je vous dis que dans le cadre du système électoral guinéen, la seule élection avec des délais impératifs reste l'élection présidentielle. Et les autres élections. Aboubacar, je me souviens. Vous étonnez donc les autres élections, monsieur Condé, n'ont pas de délais impératifs. C'est ce que vous voulez nous faire savoir. Non, mais des mandats impératifs. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, parce que lors du dernier passage de monsieur Yero Condé dans cette émission, je me souviens d'avoir insisté sur la question. Il nous a promis que ces élections communales seraient organisées avant, en tout cas, juin 2015. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé entre-temps 2 choses. La première des choses, c'était la conception du budget et sa mobilisation. Entre-temps, la deuxième des choses, c'est que pendant un certain temps, on a travaillé à la correction, je dis bien, mais nous n'avons pas organisé de révision de titre. Or, la loi est précise dessus. Un scrutin s'organise avec une liste révisée. La correction dont vous parlez, la correction des anomalies et la cartographie politique et tout ça, c'était pour quel but exactement, monsieur Condé? C'était pour quelle fin? C'était pour avoir un fichier clean. Et ce fichier clean devait servir à quoi? Ce fichier nettoyé, clean, devait servir à quoi? Ça devait servir de base de données. Seulement Quelle base de données? La base de données devait finalement aboutir à quoi? Parce que dans une gestion ordinaire... La CENI doit nous dire la vérité. Arrêtez, monsieur Condé, ce n'est pas un jeu. On a besoin que vous arrêtiez de nous tourner en bourrique. Dites-nous à quoi ça servirait, à quelle élection? Écoutez, s'il vous plaît, si vous vous insultez, moi je ne suis pas responsable. Il n'y a aucune insulte à ce qui a été dit, monsieur Condé. Non, vous vous dites que je vous tourne en bourrique. Oui, mais on vous pose des questions. Mais allons droit au but, monsieur Condé. Vous connaissez le principe de cette émission. Mon cher ami, je vais droit au but. Oui, mais on vous a posé une question, monsieur Condé. À quoi devait servir ce fichier épuré, nettoyé, relooké, clean, comme vous le dites? À coût de millions de dollars. Ouais. Un fichier électoral, ce n'est pas un fichier ponctuel, c'est un fichier permanent. Donc, il est obligé d'être nettoyé à chaque étape. Alors, si vous ne comprenez pas ça... Si vous permettez, monsieur Silla va réagir à vos propos.
ça n'a rien à voir avec une... Bon. Bien entendu. Monsieur Condé, vous permettez que vous échangez avec monsieur Silla? On doit l'adapter à chaque étape. C'est quand même extraordinaire Bien. que vous ne puissiez pas comprendre ça. Allez-y, monsieur Silla. Journalistes comme vous, des gens que la Guinée admire. Moi, je crois que c'était. Je crois que votre question est extrêmement pertinente. C'était très clair qu'on devait procéder aux corrections des anomalies constatées lors des élections législatives sur le fichier, sur la cartographie des bureaux de vote pour aller aux élections communales. Je crois qu'il n'y avait aucun équivoque là-dessus. La CENI a communiqué plusieurs fois là-dessus dans les médias et lors de notre dialogue de juillet 2014 avec M. Sako, ministre de la Justice, comme président du cadre de dialogue, c'est ce qui avait été dit, décidé et discuté. Nous avons même dit à l'époque qu'on allait recruter, sur appel à la concurrence internationale, un consultant qui devait procéder à ces corrections. Le consultant finalement a été recruté par un marché de gré à gré. Et qu'à cela ne tienne, cette correction a été faite dans ce but, dans le but d'organiser des élections communales, puisqu'il était convenu qu'on allait aller à ces élections avec un fichier corrigé et non avec un fichier révisé. Si le fichier devait être révisé, on n'aurait pas dépensé tous ces millions de dollars avec ICD pour la correction des anomalies, parce que ces corrections pouvaient intervenir lors de la révision du fichier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, monsieur Condé? Je m'excuse, je vous ai toujours dit que je n'ai pas mission de répondre à... Non, mais monsieur Condé, ce n'est pas pour réagir aux propos d'un politique. Mais, oui, allez-y. Ce n'est pas un débat contradictoire entre M. Silla, pour lequel j'ai beaucoup de respect, et moi en tant que commissaire de la CENI, parce que ma mission est de donner les informations. Ce n'est pas de répondre aux attaques. Je vous ai toujours dit ça sur espace. Alors, il faudrait que l'on s'entende sur la nature de mon intervention. Parce que je n'ai pas le droit, je le répète, je n'ai pas le droit de répondre à un leader politique, de quelque bord que ce soit. Je dois donner des informations sur ce que fait la CENI. Si on s'en tient à cette séparation des activités, je crois qu'on va avoir un débat harmonieux et consensuel. Alors, qu'est-ce que vous avez à opposer à cette déclaration? Je dit à Abouakar Diallo que je n'ai pas le droit, que je n'ai pas Condé, ma mission Monsieur de répondre. Monsieur Condé, oui. expliquez-nous, parce que ce qu'on raconte, c'est que les commissaires à la retraite de Kindia ont subi une énorme pression pour inverser l'ordre des élections. Qu'est-ce qui s'est passé réellement du côté de Kindia? Moi, je ne sais pas d'où venait la pression. Attendez, je ne sais pas d'où venait la pression, mais je n'ai pas senti de pression au cours de la retraite de Kindia. Ça, au moins, c'est clair. Nous sommes allés en toute indépendance et nous avons examiné en plénière, nous avons déroulé les deux chronogrammes pour voir exactement, avant-hier au Palais du Peuple, on l'a fait avec les partis politiques. On a déroulé les chronogrammes. C'est vrai que la tendance de M. Silla était absente à cette réunion au Palais du Peuple, mais nous avons déroulé les deux chronogrammes pour expliquer aux uns et aux autres l'impossibilité de tenir ces deux élections maintenant. Il fallait sacrifier une élection au profit d'une autre. Bien. Politique s'entend. Dernière question, Moussa Moïse. Si la classe politique s'entend, M. Yero Condé, si l'opposition, la mouvance présidentielle, si tout le monde s'entend, est-ce que la CENI est prête à céder? Écoutez, la CENI est tributaire des résultats du dialogue politique. Je voudrais que l'on sache que les 25 commissaires qui sont à la CENI sont Guinéens qui aiment leur pays, peut-être différemment des autres. Mais nous aimons notre pays et nous sommes attachés à construire sa stabilité et à consolider sa démocratie. Donc, si le dialogue politique aboutit à un résultat, la CENI l'appliquera. Est-ce que vous savez quand même que M. Condé, au sein même de cette CENI, il y a une division parce que les idées sont partagées. Il y en a qui disent, parmi les commissaires, que techniquement c'est possible d'organiser ces élections avant la présidentielle. Mais vous, aujourd'hui, vous nous dites le contraire. Écoutez, s'il y a des commissaires qui disent que c'est leur droit le plus absolu, la CENI n'est pas monolithique. La CENI, c'est un débat ouvert. Donc pour vous, il n'est pas du tout possible techniquement cette année d'organiser ces deux élections. Oui. Monsieur Condé, vous avez dit quelque chose qui était très intéressant tout à l'heure. Vous avez parlé de CENI tributaire du résultat du dialogue politique. Alors il y a eu déjà des dialogues précédents,
des résultats sont connus. C'était évidemment organisé les communales communales avant la présidentielle. Pourquoi vous n'avez pas suivi la ligne et vous réclamez d'autres dialogues? Nous ne pensons pas, nous. Après votre analyse, et vous en avez pleinement le droit, je respecte votre C'est vous qui l'avez dit. grandes Vous avez dit la CENI est tributaire des résultats des dialogues politiques. Je n'ai fait que marcher sur votre langue. J'ai dit, nous, à la CENI, nous ne pensons pas nous être écartés des résultats du dialogue politique. Mais encore une fois, vous avez le droit de votre opinion. Et c'est ça la démocratie. Bien, en tout cas, merci, monsieur Kone. Oui, pour terminer. Il y a une réunion, vous avez appelé à une concertation ou une réunion aujourd'hui au Palais du Peuple. Expliquez-nous à quoi cela va consister. Écoutez, je pense que la solution la plus simple, c'est que vous y allez et vous verrez à quoi ça va consister. C'est assez grave. On ne dit rien du chargé de communication. C'est assez grave. Je voudrais apporter une conclusion. Oui. Qu'elle soit bonne. Pour clore le débat. Si vous me permettez que je m'explique. Allez-y. Un processus électoral, de façon universelle, repose sur 3 éléments constitutifs. La jouissance de la liberté d'expression de vote qui introduit 2 activités, l'inscription d'un électeur d'une liste électorale. On n'a pas le temps, c'est vrai. L'application d'une carte électorale. 1. De 2, le confort du vote. Un électeur inscrit doit voter à proximité pour réduire toute forme de motivation d'abstention. Troisièmement, la sécurité des résultats qui fasse qu'un vote ne soit détourné de sa destination. Et en conclusion? La conclusion est que la CENI respecte ces 3 engagements parce que c'est ce qui fait notre motivation, notre professionnalisme, notre compétence, malgré qu'on trouve que la CENI est incompétente. Merci en tout cas, M. Kondé. Mais là n'est pas le débat. Le débat, c'est sur l'ordre des élections. Merci d'avoir participé à ce débat ce matin. On revient avec notre invité pour clore. Je disais tantôt que tout ceci était planifié depuis très longtemps. Il y a eu un jeu de rôle qui a été établi entre la CENI et les autorités de ce pays. Le gouvernement a refusé d'appliquer ce dialogue, les conclusions du dialogue de 2013. Il s'est refusé à signer le relevé de conclusion qui était issu du dialogue de 2014, parce que cela aurait enclenché automatiquement la mise en place d'un comité de suivi et d'un comité de veille auprès de la CENI. Ce comité de veille devait être paritaire, il devait donc être au plus près du processus électoral et informer au jour le jour tous les compétiteurs électoraux que sont les partis politiques sur le déroulement du processus. Et puis d'autre part, la CENI a foncé pour nous mettre devant le fait accompli aujourd'hui, pour nous dire justement qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps d'organiser les élections communales avant la présidentielle et qu'il faut privilégier la présidentielle. Nous avons vu venir cette démarche-là. Nous avons fait une déclaration il y a quelques semaines dans laquelle on avait évoqué cette éventualité qui nous semblait plausible et qui vient de se confirmer. En réalité, nous sommes aujourd'hui dans un processus électoral qui est complètement piégé, complètement verrouillé par le pouvoir, mais qui a une CENI totalement aux ordres, où il n'y a plus que 3 ou 4 commissaires qui se réclament de l'opposition. Tous les autres qui se réclament de l'opposition. Qui se réclament de l'opposition. Vous oubliez que les commissaires sont affranchis des partis politiques. Oui, quoi qu'on dise, mais ils sont quand même issus d'une entité politique. Désolé, on ne va pas fonctionner. Écoutez, non, mais Mohamed Djibril, voilà, c'est pas ce que la loi prévoit. Il sait bien que la CENI. Non, mais attention, on a un problème en Guinée ici, on ne lit pas. On reprend comme un refrain les déclarations qu'on entend par-ci par-là. Il n'est écrit nulle part dans la loi 016 qui fonde l'organisation et le fonctionnement de la CENI que les commissaires de la CENI doivent déchirer leur carte de parti politique. Ils sont là-bas au titre de membres de partis politiques parce que la CENI, elle est politique, elle n'est pas technique. Il y a 3 incompatibilités qui sont relevées dans la loi 016. On ne peut pas être leader politique, être commissaire de la CENI. On ne doit pas participer aux manifestations publiques de la CENI et aux manifestations publiques des partis politiques dont on est issu. Et troisièmement, on ne doit pas répondre aux injonctions des partis politiques. On doit œuvrer dans le sens, de la neutralité. Mais n'est pas dit qu'on ne doit pas. Oui, Mohamed Djibril. Non, j'ai dit qu'on se réclame. Ils se réclament des partis politiques. Et ça se fait qu'ils sont à la CENI. Ce n'est pas une injonction. Deuxième chose, je parlais de la CENI qui est complètement aujourd'hui déséquilibrée, qui est complètement inféodée à l'exécutif. Cela est évident. Je peux vous en citer 12 exemples à la dizaine ici. Deuxièmement, vous avez une administration décentralisée, qui est complètement aussi caporalisée. La Guinée est aujourd'hui le seul pays au monde où il n'y a pas d'administration décentralisée. La politique de décentralisation a été mise complètement à l'eau. Tous les élus
censés l'être en tout cas, sont nommés aujourd'hui par l'exécutif. Troisièmement, nous avons une administration. Vous n'avez pas répondu à une question essentielle. Malheureusement, on est pris par le temps et je souhaiterais vraiment que vous nous éclaircissiez. On a 7 minutes. On peut prolonger un petit peu le débat. Le fonctionnement des institutions parallèles que vous avez mis, que vous allez mettre en place, juridiquement et institutionnellement, comment vous allez faire? Ils insistent là-dessus. Écoutez, pour le moment, comment vont-elles fonctionner? Pour le moment, nous avons fait une déclaration dans laquelle nous avons décidé de suspendre nos activités au sein de l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, nous avons décidé de ne plus reconnaître la CENI en tant qu'organe de gestion des élections. Troisièmement, nous avons dit que nous ne reconnaissons plus les délégations spéciales parce qu'elles n'ont aucune légitimité, elles sont totalement illégales. Et quatrièmement, nous reprenons les manifestations sur les places et sur les voies publiques. Les détails de mise en œuvre de ces différentes décisions, si, mais tout ceci sera communiqué ultérieurement. Nous allons avoir fait une large concertation et nous allons affiner la façon dont nous allons mettre en œuvre ces mesures. Est-ce que vous avez l'accord de l'UPG que ces 2 députés vont se retirer comme vos 49? Bon, c'est un problème que je n'aurais pas aimé évoquer publiquement, parce que mais vous ça savez, commence à aller dans tous les sens. En tant que porte-parole de l'opposition, j'ai fait une déclaration publique devant les médias. Dans cette déclaration, j'ai affirmé que ce sont les députés des 2 groupes parlementaires de l'opposition, c'est-à-dire les 49 députés, auxquels vont s'ajouter les 2 députés de l'UPG qui ont pris cette décision de suspendre leur participation à l'Assemblée. Pour l'UPG, c'est le Doleng et moi, à la demande d'une plénière de l'opposition, nous nous sommes rendus chez M. Jean-Marie Doré et chez M. Jacques-Pascal Tournon, qui n'étaient pas présents à notre plénière, pour leur faire partager ces décisions. M. Jean-Marie Doré, les yeux dans les yeux, nous a affirmé qu'il était parfaitement d'accord avec nous que ces députés, y compris donc lui, suspendent leur participation à l'Assemblée nationale. S'il dit autre chose à l'Assemblée nationale, c'est son droit. Mais ce que je vous dis là, ce n'est pas par personne interposée que je l'ai entendu, c'est de la bouche même de M. Jean-Marie Doré, président de l'UPG. Vous dites que vos députés se retirent alors qu'il y a cette session qui se tiendra en avril. Vous dites que vous allez l'empêcher. Comment vous allez vous y prendre? Parce que vous ne serez pas à l'Assemblée déjà. Comment ça va se passer? Mais pour l'empêcher, il faut aller dans ce but. Et ça aussi, ce sont des mesures que nous allons affiner très bientôt. M. Damaro vous a promis une réponse. Ne me parlez pas de M. Damaro. C'est un militant de la 25e heure qui est arrivé sur le tard au RPG, qui occupe des positions indues qu'il faut justifier par des discours outranciers, des discours arrogants, des discours violents et parfois même injurieux, parce qu'il s'est permis de tenir des injures à mon endroit sur les antennes, donc je préfère ne pas répondre à ces propos pour ne pas, comme dit M. Aboubacar Diallo, tomber dans la bulle puante. En même temps, vous avez déposé votre liste. Vous avez déposé votre liste pour les démembrements, même si vous ne reconnaissez pas cette CENI. Bon, c'est un débat qui est encore en cours au niveau de l'opposition républicaine. Comment se fait-il? Parce que il y a 2 tendances au niveau de l'opposition. Vous dites une chose, faites le contraire. Non, il n'y a pas encore un consensus sur ce sujet. Il y a certains qui estiment que la mise en place des démembrements va déboucher sur la mise en place des CARL. Et ce sont les CARL qui vont effectuer donc les différentes opérations de révision. Non, attendez. Ce sont les CARL qui procèdent à la révision du fichier, à la révision du fichier. Donc à l'enrôlement des électeurs en vue de l'élection présidentielle. Nous avons dit que le chronogramme des élections présidentielles, nous l'acceptons. Nous voulons que les élections présidentielles se tiennent effectivement le 11 octobre. Nous ne sommes pas opposés à cela. Donc tout ce qui va dans le sens de cette décision, voilà, de la tenue de l'élection présidentielle, oui. Mais tout ce qui va dans le sens de l'occultation des élections communales, ben, nous nous y opposons farouchement. Et nous allons, il arrivera un moment, non, on n'a pas dit qu'on est sorti complètement du processus électoral. Mais je suis certain que ça ne saurait tarder, monsieur Roby. Je suis sûr que ça ne saurait tarder. Et si on continue de cette façon, parce qu'il y a il n'y a aucune passerelle, il n'y a aucun contact, il n'y a aucune initiative qui est prise pour rapprocher le fil complètement rompu. Je suis certain que dans les jours à venir, vous allez apprendre que l'opposition va se retirer complètement du processus électoral. Auquel cas, si nous avons des participants au niveau des démembrements, ça retirera. Moi, j'ai du mal à vous comprendre. Et les manifestations, ça a un nouvel agenda, va être déroulé? Absolument. Y compris donc des marches pacifiques que nous avions suspendues depuis plus de 18 mois. Mais nous allons être obligés de les reprendre parce que nous n'avons pas d'autre choix vis-à-vis d'un régime qui ne reconnaît pas les vertus du dialogue. Vous dites approuver le fait que les élections se tiennent le 11 octobre. En même temps, vous menacez de vous retirer de la CENI. Est-ce que ce n'est pas assez contradictoire? Ça, c'est ma première question. La deuxième, on est tous d'accord que le mandat des délégations spéciales est expiré depuis fort longtemps. Mais est-ce que vous pensez que cette CENI
qui a déjà acquis ses lettres de noblesse dans pas mal d'organisations. Ah oui, non, quand je dis, j'ironise, j'essaie d'ironiser. S'il vous plaît, j'essaie d'ironiser. Je vous comprends maintenant. Est-ce que vous pensez que cette CENI est capable en une année d'organiser 2 scrutins? Parce qu'il faut être réaliste. C'est très bonne question, allez-y. Écoutez, même pour les élections législatives, la CENI n'a pu les organiser qu'avec une forte assistance technique. Et cette assistance technique, elle est proposée par la communauté internationale et rejetée par le pouvoir, parce que pour le pouvoir, comme il s'agit d'aller à une fraude, donc moins il y a des témoins, mieux ça vaut. Donc on fait en sorte que ça se passe entre copains et amis. Bon, ceci dit, nous avons proposé. Quel est le schéma que nous avons toujours proposé? C'est la réforme de la CENI, avant même l'organisation des communales. Et cette recomposition va concerner combien de personnes? On dit, j'entends des discours comme quoi, si on recompose la CENI maintenant... La question, la CENI est-elle capable d'organiser 2 scrutins? Écoutez, je ne suis pas devant un tribunal, laissez-moi développer mes idées, je reviendrai à votre question, laissez-moi les développer tranquillement et de façon rationnelle dans le petit temps qui est malheureusement imparti maintenant. Donc je disais donc que nous souhaitions qu'il y ait un dialogue. Maintenant, évidemment, la pertinence d'un dialogue avec un régime qui ne reconnaît même pas ce qu'il a signé, à plus forte raison, ce qu'il a accordé verbalement. Bon, donc, de toute façon, nous avions souhaité qu'il y ait une recomposition de la CENI où les 6 commissaires manquants désignés par l'opposition allaient être remplacés, ce qui ferait à peine le quart de l'effectif de la CENI, ce qui ne perturberait à rien son fonctionnement par la suite. Nous avons dit que cette CENI-là donc n'est pas en mesure d'organiser justement en l'état actuel, sans une forte assistance technique, des élections crédibles. Donc cette assistance technique, elle est proposée, elle est offerte. Pourquoi les Guinéens, pourquoi le pouvoir la refuse systématiquement? C'est simplement parce que, voilà. C'est ça la réponse à votre question. Ne peut pas en l'état organiser des élections crédibles. Si on me permet, parce qu'on ne peut plus, on est allé largement déjà au-delà du temps. Allez-y, toute dernière question. C'est plutôt des observations que j'ai à faire à cette opposition. Je pense qu'elle joue souvent le médecin après la mort. Vous dites toujours savoir, comme vous le dites encore aujourd'hui, vous dites toujours savoir que ce n'était qu'un jeu du pouvoir que vous aviez perçu depuis longtemps. Mais malgré tout cela, vos actions ne réussissent jamais à contrer l'action de ce pouvoir-là. Finalement, vous subissez continuellement et vous nous faites subir à nous aussi, le peuple. Écoutez, c'est quand même qu'il faut nous conduire à vous poser cette question d'amateurisme. Il faut la relever, monsieur. Écoutez, monsieur j'ai toujours trouvé... Il ne faut pas laisser monsieur Yero Condé sortir comme ça de cette situation. Il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas jouer. La CENI ne peut pas jouer avec le peuple de Guinée. C'est quand même assez dangereux là où nous sommes en train d'aller. La CENI fonctionne un peu comme le pouvoir. Lorsque ça l'arrange, ça va. Lorsque ça ne l'arrange pas, elle opte pour la démarche qui ne sied pas. Pour les dernières conclusions, monsieur Silla. Écoutez, notre opposition n'est pas une opposition armée. Ce n'est pas une opposition clandestine, c'est une opposition légale et légaliste. Nous nous battons avec les moyens que nous offre notre Constitution et les lois de la République. Chaque fois que nous sommes en contradiction avec le pouvoir sur un sujet donné, particulièrement sur la gestion du processus électoral, nous nous exprimons. Nous faisons des conférences de presse, nous faisons le lobbying, nous faisons des manifestations sur les places et sur les voies publiques, comme les meetings qui se sont tenus au mois de janvier, et nous enchaînons avec justement des marches pacifiques pour nous faire entendre et pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le potentiel de violence que recèle le refus du pouvoir de discuter et de se conformer à la Constitution et aux lois de la République. Mais lorsque vous avez face à vous un pouvoir qui se moque de l'opinion nationale, qui se moque même de la communauté internationale, qui ne respecte pas la Constitution et les lois, je peux vous citer au moins une dizaine de violations de la Constitution par ce régime. Lorsqu'on a un régime autocrate, qui est dictatorial dans l'âme, comment voulez-vous qu'on fasse si on n'est pas entendu? Nous faisons nos manifestations. Toute dernière question, c'est des paris que les décisions seront prises et énoncées? Non, disons que c'est un hasard de calendrier qui a réuni à Paris les 3 anciens premiers ministres. M. Kouyaté y est déjà depuis un peu plus d'une année. M. Sidi Touré y était déjà. Et puis M. Selou Dalein, dans une mission, il devait rencontrer le président catalan. Donc il en a profité pour aller à Paris et pour le rencontrer, pour faire le point avec eux. Mais les décisions de l'opposition républicaine se prennent toujours en plénière de l'opposition républicaine à Conakry. C'est pour ça, c'est au sortir de ces réunions que le porte-parole que j'ai le redoutable privilège d'être présente les conclusions de ces réunions plénières pour amener l'opinion à être au courant des actions que nous menons et surtout sur les enjeux politiques de ce pays. Pour terminer, je pourrais vous dire que ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est même pas une question d'élection. C'est l'avenir politique
politique, l'avenir tout court de notre pays. On a aujourd'hui un régime qui a fini d'inféoder, de caporaliser toutes les institutions de ce pays. Si on y prend garde, et ça c'est un combat que tous les citoyens guinéens doivent mener, si on y prend garde, il n'y aura plus jamais d'alternance politique en Guinée. On va s'inscrire dans la logique des régimes gabonais ou togolais, avec un président de la République qui pourra se faire succéder par son fils ou par qui il voudra, parce que toutes les institutions, en particulier celles liées au processus électoral, seront domestiquées. Bien, nous atteignons finalement donc la ligne d'arrivée de cette émission. Nous avons grignoté dans le temps de l'émission d'Al Soirée, en toutes nos excuses. Merci à notre invité, M. Aboubakar Sylla, d'être venu à nous dans ce studio pour débattre de l'actualité, de la polémique qui ne cesse d'enfler autour de ce chronogramme que d'aucuns présentent comme celui de la discorde. Merci à vous téléspectateurs qui nous regardez depuis Kinshasa. Merci à l'équipe de réalisation, Michel Tono, Ibrahima Sori, 5 Souma, Badebo Diaby, Ibrahima Prince Diallo était à la réalisation côté radio. Au revoir, on se retrouve demain pour continuer l'aventure.